Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Dodo, la Saumur, comparée aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Tournai en Belgique. Dominique Alderweireld, de son vrai nom, est poursuivi aux côtés de 7 co-inculpés pour proxénétisme. Il va devoir s'expliquer sur les bars montants et autres salons de massage qu'il détient dans plusieurs localités belges depuis des années. Je vais dire la vérité, ce que je dis depuis 12 ans devant 7 parquets, c'est-à-dire que je ne proteste pas les faits, mais que c'est un fait admis en Belgique. Le nom de Dodo la Saumur est également cité dans l'affaire de l'hôtel Carlton de Lille, pour laquelle Dominique Strauss-Kahn pourrait prochainement être inculpé pour complicité de proxénétisme. L'usine de tissage Albany, toujours à l'arrêt. Une semaine après avoir décidé d'occuper l'usine pour protester contre sa fermeture annoncée, les salariés se sont présentés ce matin à partir de 5 h. Pour l'instant, ils font acte de présence, les machines n'ayant pas été déverrouillées. C'est complètement fantôme parce qu'on vient là, on n'a toujours personne à notre écoute, parce que de toute manière la direction qui est arrivée hier matin n'a toujours rien à nous dire, on est les seuls à parler, ils n'ont rien à nous dire, donc c'est un peu une situation ubuesque. Syndicats et direction ont conclu hier soir que le travail ne reprendrait pas ce matin. Le personnel réclame encore de consulter un psychologue avant de redémarrer l'activité. Quel sera l'impact social du mariage entre PSA, Peugeot, Citroën et General Motors? C'est la question que tous les salariés du groupe français se posent au lendemain de l'annonce de leur alliance. Les deux constructeurs veulent mutualiser leurs moyens. Ils n'ont pas fait de commentaires sur d'éventuelles suppressions de postes. Alors à l'usine PSA de Poissy, le personnel est dans l'expectative. J'espère que ça va être positif pour le groupe. Comme on entend parler d'un qui va fermer en 2014, ça nous fait peur un petit peu. On voudrait bien savoir qu'est-ce qu'on va faire comme style de voiture, bas de gamme, haut de gamme, électrique. Le ministre de l'Industrie a affirmé de son côté avoir obtenu des garanties sur le maintien de l'emploi en France. C'est un procès fleuve qui se déroule depuis novembre à Toulouse. L'audience en appel de l'explosion de l'usine AZF en septembre 2001. Les parties civiles ont commencé à plaider, notamment l'avocate de l'association des sinistrés du 21 septembre, la première à s'être constituée après la catastrophe. C'est l'heure des avocats. Et sur le banc des parties civiles, Thierry Carrère est l'un des premiers à prendre la parole. Il y a toujours de l'angoisse avant de prendre la parole. On mesure ce que ça représente pour les gens qui sont là et qui attendent qu'on dise des choses importantes. Dès le début de sa plaidoirie, l'ancien bâtonnier s'est tourné vers les victimes d'AZF. Des victimes trop souvent écartées selon lui de ce procès technique, marqué par les incidents de procédure et les débats d'experts. Tout le monde se défie dans le processus judiciaire d'une trop grande présence des victimes et de l'émotion. Mais de l'émotion, il en faut, parce que derrière les catastrophes, derrière les sinistres, il y a des gens, des vrais gens, qui meurent et qui souffrent. Depuis l'ouverture du procès, Thierry Carrère a assisté à chaque journée d'audience. Ça, c'est mon petit travail de moine copiste. Mon petit cahier d'audience. Plus de 320 heures de débat qui s'ajoutent à 10 ans de procédure. Dans la préparation de sa plaidoirie, l'avocat a tenté d'en faire la synthèse. La compréhension du dossier, l'appréhension de ces éléments, ce sont des milliers d'heures de travail. Il faut se représenter que physiquement, c'est 109 tomes. Il faut quand même avoir tout lu en essayant de comprendre. 1h30 pour dire sa conviction. À la barre, Thierry Carrère martèle que la piste chimique est une certitude. Pour lui comme pour les sinistrés qu'il représente, AZF et ses dirigeants ont failli en matière de sécurité, d'organisation ou de formation. Moi, ce qui m'a séduit surtout, c'est la logique implacable qui a conduit à la conclusion, à savoir que les preuves étaient faites de la culpabilité de l'industriel, de l'exploitant, et que la seule réponse possible du tribunal était la condamnation. 20 parties civiles vont encore se succéder, avec une opinion bien différente. Parlons santé. À présent, l'épidémie de grippe poursuit sa progression en France. Un peu plus de 3 millions de personnes sont touchées. À Dijon notamment, les services d'urgence atteignent par moments la saturation. Manque de lits dans les hôpitaux, pénurie de médecins. La prise en charge des malades est parfois problématique. En région centre, par exemple, les généralistes se font rares à la campagne, mais aussi dans les villes, comme à Olivet dans le Loiret.
Pour obtenir un rendez-vous médical à Olivet, mieux vaut être patient. Seulement 11 médecins généralistes pour 20 000 habitants. La situation inquiète et avec le papy-boom, elle devrait encore empirer. Le problème à ce niveau, c'est que les médecins, pour la majorité, ont dépassé la cinquantaine et on peut penser que 75% auront quitté la profession dans les 10 ans à venir. Et à notre initiative, on a créé un groupe de travail. L'objectif de ce groupe de travail, c'est de définir les attentes des uns et des autres et de voir quelles sont les solutions qui peuvent être apportées à cette problématique. Pourtant, Olivet n'est pas la ville la moins attractive du département. 3e commune la plus peuplée, des habitants aisés et vieillissants. La campagne n'est plus la seule à être boudée par les jeunes médecins, et pour cause. Ils s'installent le plus souvent près de leur faculté qui les a formés. Ils ont commencé leur vie. Et la médecine, ça dure longtemps, ça dure 7 ans, voire beaucoup plus des fois. Donc changer de région à la trentaine, alors que ça fait une dizaine d'années que vous êtes dans un coin, c'est pas forcément évident. D'autant plus que maintenant, ils veulent avoir une activité qui est mixte, mettons des fois libérale et salariée. Souvent, ce sont des jeunes femmes, puisque vous savez qu'environ 70% de ceux qui sont diplômés sont des jeunes femmes, et elles cherchent du temps partiel. La région centre est la moins bien lotie en nombre de médecins généralistes. Dans le Loiret, on en compte 73 pour 100 000 habitants. Côté ville, la situation n'est pas encore catastrophique, mais le pic de pénurie devrait être atteint dans 3 ans. Le repos éternel, dérangé par un projet immobilier. En région parisienne, un immeuble est en construction sur un ancien cimetière. Le chantier a été interrompu après la découverte d'ossements humains. De quoi se retourner dans sa tombe. C'est le mur d'enceinte, c'est blindé, blindé, blindé. À l'époque, bon, ils enterraient pêle-mêle les uns sur les autres et il y avait très peu de relevés. La fosse commune était un petit peu plus loin. C'était le cimetière pour tout tournant. Ont été trouvés des dizaines de fémurs, de crânes et de fragments humains. Il n'y a donc pas l'ombre d'un doute, il s'agit bel et bien d'un ancien cimetière. On n'y enterre plus personne depuis longtemps, raison pour laquelle les tombes ont lentement été oubliées. C'est un projet immobilier qui va raviver les vieux souvenirs, 30 appartements élevés sur un sous-sol total. Des fouilles préventives ont été réalisées, in extremis. On a à peu près 70 sépultures qui ont été mises à jour. Donc on peut ensuite faire une extrapolation sur l'ensemble de la parcelle. Il peut y avoir plus de 200 sépultures sur le site. À 2 pas du cimetière, ce retraité a bien l'intention de barrer la route au tractopelle. Il a d'ailleurs écrit au président de la République, car pour lui, c'est un principe moral. Les squelettes doivent être évacués un par un. La construction, je suis d'accord, j'ai jamais été contre. Depuis le départ, je veux juste qu'on préserve les ossements, mais surtout pas qu'on les mette pêle-mêle de tous les côtés, que ça finisse à la décharge. Ça, c'est intolérable. En fait, je ferai tout ce qu'il faut pour que ça ne se passe pas. Solution retenue, les restes humains seront placés dans un ossuaire. À cette condition, le projet immobilier pourra reprendre là où il s'était arrêté. Gageons alors que ce lieu de repos éternel offrira toute satisfaction aux nouveaux propriétaires. L'appel à l'aide des pépiniéristes et horticulteurs des Bouches-du-Rhône. Ils demandent la reconnaissance en calamité agricole car les plantations ont été fortement endommagées par les températures glaciales de février. Une situation critique en cette période capitale pour leur activité. Chez ce pépiniériste d'Arles, les pertes s'élèvent à 60%. Les arbustes de 4 ans d'âge n'ont pas résisté au gel du mois dernier. Ils sont invendables. Le feuillage est tout sec. Ça, c'est les arbres, des arbustes persistants qui gardent leurs feuilles normalement et c'est essentiellement ceux qui ont été touchés par le gel, quoi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis 85. Même constat pour les horticulteurs. Non seulement les plantes ne sont pas commercialisables, mais il faut faire face aux factures de chauffage des serres en très forte augmentation par rapport à 2011. En février dernier, durant 15 jours, les températures sont descendues à moins 11 degrés, avec un Mistral à 100 km/h en rafale. La végétation est totalement desséchée. Là, on constate que la plupart des charpentes sont sèches. Quand on va vraiment au pied de la charpente, on voit qu'il y a malgré tout un aspect vert, mais les rameaux sont très très secs, donc il y a de fortes chances que ces plantes-là ne repartent pas.
Les végétaux en conteneur sont particulièrement vulnérables. Ils peuvent résister à de faibles et courtes gelées. Rien à voir avec l'épisode que l'on a connu. Le froid pénètre beaucoup plus facilement dans un conteneur hors sol que dans une plante en pleine terre. À 3 semaines du printemps, les pépiniéristes horticulteurs du sud de la France sont inquiets. Ils livrent habituellement les paysagistes, fleuristes ou encore les jardineries pour répondre à la demande d'une clientèle nombreuse en cette saison. À l'inverse, voici une activité qui n'a pas de plomb dans l'aile. Au contraire même, la vente de pigeons voyageurs flambe grâce à Internet. Cette tradition bien ancrée dans le nord de la France et en Belgique voit arriver de riches collectionneurs prêts à débourser des sommes astronomiques pour des oiseaux haut de gamme. À se demander si le pigeon est bien celui que l'on croit. Voici le pigeon le plus cher du monde. Special Blue a été vendu 250 400 € il y a tout juste un mois à un acheteur chinois. Et c'est sur ce site internet pipa.be que la vente a eu lieu. Un lotissement anonyme, en Flandre, c'est dans les combles de ce pavillon que sont installés les bureaux du site. Ça, c'est la page avec toutes les ventes. 20 salariés sur place, 23 autres à travers le monde, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La start-up, née au début des années 2000, est devenue une société florissante, spécialisée dans les pigeons haut de gamme et qui a bouleversé la donne dans le milieu colombophile. Internet a changé le marché des pigeons. Il y a 20 ans, les ventes étaient seulement en public, donc local. Les gens viennent seulement de Belgique. Bien sûr, les prix ne sont pas si hauts comme maintenant. Comme il y a un Sud-Africain qui offre contre quelqu'un de Pologne. À l'extérieur, les pigeonniers, là où transitent sous haute sécurité les oiseaux vendus sur le site. Il faut dire que ces maisonnettes abritent un vrai trésor. Le prix moyen de ces pigeons tourne autour de 4 000 €. Dans son pigeonnier de Verbeek Sud, José de Souza ne manipule pas ce genre de somme. Voilà, ça c'est un pigeon qui est fort prometteur. Et celui-là, par exemple, il a une valeur, ce pigeon-là? En tout cas, il a une très grande valeur sentimentale pour moi. Mais l'évolution du marché et l'apparition de ces grosses sommes ne le choquent pas, au contraire. C'est comme les chevaux, il y a des chevaux, l'élite se vend cher également. Et pour nous, c'est quand même une fierté de savoir qu'un pigeon voyageur vaut si cher. Et pour lui, comme pour beaucoup d'amateurs, une chose est sûre, la passion n'a pas de prix. Jean Dujardin aux Oscars, c'est la raison pour laquelle on est venu, parce qu'en principe, on n'y a jamais au cinéma. Séance de rattrapage pour ces spectateurs ardennais. Le film The Artist, auréolé de ses 5 Oscars, a été remis à l'affiche. Une seconde vie, 5 mois après sa sortie. À l'époque, il n'avait pas attiré la foule, mais depuis, Jean Dujardin a conquis l'Amérique. Merci beaucoup, I love you. Et l'effet Oscar suscite forcément la curiosité. Je ne suis pas jury, je ne sais pas quelles sont les qualités qu'il faut pour avoir un Oscar, mais je suis très contente qu'il ait l'Oscar. Je trouve que c'est pas mal quand même. C'est un beau film et c'est un beau rôle. Et cette success story rejaillit sur Internet. Une société lilloise qui a conçu l'un des sites officiels du film a elle aussi été récompensée. Tout commence en décembre 2010. Premier contact avec Thomas Langman, le producteur de The Artist. Il veut créer un site consacré aux artistes dont Jean Dujardin, About My Star. L'agence lilloise remporte l'appel d'offres. Arrive ensuite le Festival de Cannes et là, Jean Dujardin. Tout bascule. C'était le petit déclencheur qui a fait qu'on a vraiment eu envie de donner la part belle au film sur la toile, sur notre toile à nous, à savoir Internet. Et on a vraiment eu envie de lui rendre hommage à ce moment-là. Une première version du site est alors mise en ligne. Dans ses bureaux, sur ses tablettes, va naître l'un des sites officiels du film le plus récompensé de l'histoire du cinéma français. On a eu cette chance de côtoyer les bonnes personnes au bon moment. Disons qu'on n'a pas surfé sur le succès des artistes parce qu'on était là bien avant que le film ait autant de succès. Avec 70 000 visites depuis janvier, le site est reconnu. L'agence lilloise et ses 9 salariés font partie de la belle aventure, un joli rêve en noir et blanc. L'entreprise lilloise a déjà obtenu le French Design Index Awards, le César des sites internet, en attendant peut-être l'Oscar de sa catégorie. Tout de suite, votre édition des initiatives.